bonjour, bienvenue à tous. Je vais juste dire quelques mots au sujet de l'objectif de cette présentation. J'ai mis beaucoup de choses dedans, donc c'est assez dense parce qu'il y a en même temps une espèce de vision pédagogique de l'utilisation de la période de travaux pratiques en classe qu'on a développé pour le cours de chimie. Il y a quelque chose qui est différent par rapport à la pédagogie traditionnelle. Puis, j'utilise aussi comme prétexte ou comme exemple d'activité qu'on fait en classe, celle que j'ai développée qui utilise spécifiquement le système d'acquisition de données qui vient avec la calculatrice TI Nspire, qui est maintenant utilisée à l'école. Donc, juste quelques mots sur le plan de ma présentation. Je vais d'abord parler du cours lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que la pédagogie s'inscrit dans les difficultés ou les défis particuliers de ce cours de chimie. Ensuite, comment la calculatrice peut devenir un appareil de mesure pour travailler avec les étudiants en classe. Et pour terminer, je vais présenter quelques exemples d'activités qu'on fait chaque trimestre dans le cours de chimie utilisant ces objectifs pédagogiques et également la TI Nspire. Donc, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup d'illustrations de ce qu'on fait pour vous donner une idée. Bon, d'abord, le cours de chimie 131, pour placer ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cours obligatoire de sciences fondamentales qui est offert à toutes les spécialités ici à l'ETS. Donc, les étudiants font ce cours de chimie. En général, les étudiants qui sont inscrits dans le cours ont très, très peu d'expérience antérieure dans ce domaine. Il n'y a pas de préalable de chimie pour s'inscrire à l'ETS et pour être très honnête, on a un processus de reconnaissance des acquis pour les gens qui ont fait beaucoup de cours de chimie au niveau collégial. Donc, en général, c'est des étudiants qui ne vont pas être inscrits dans le cours de chimie 131. Donc, on a des étudiants qui ont une formation qui est très faible à la base et qui ont, en général, des lacunes aussi, même en mathématiques et en sciences en général. On a beaucoup d'hétérogénéité dans les classes, de niveaux et de formations différentes parce qu'on mélange toutes les spécialités dans les mêmes groupes. Donc ça, c'est un défi qui est important parce que les attentes des étudiants puis leur préparation varient énormément dans les mêmes groupes. Ce cours-là intervient normalement en début de formation, pas nécessairement au premier trimestre, mais on a des étudiants qui, parce que le cours n'est pas préalable à leur cours de spécialité, vont attendre les derniers trimestres avant de s'inscrire. Donc, on se trouve dans une situation où, finalement, les étudiants s'assoient dans cette classe-là avec un certain nombre de préjugés. Ils ne sont pas très motivés au départ. Et ensuite, ils éprouvent souvent des difficultés à cause de leur manque de préparation, puis peut-être aussi leur manque de motivation. Donc, c'est d'aller chercher le maximum pour arriver à leur faire atteindre le niveau désiré dans le cours. Donc, j'ai mis ici la liste, si on veut, des attentes au départ. Pourquoi est-ce qu'on a créé dans le cours de chimie une sorte de séquence pédagogique d'activités qui vont être utilisées pendant les périodes de travaux pratiques? C'est qu'on a cherché à améliorer la motivation des étudiants. Et pour ça, c'était de vraiment valider le niveau des exigences et le niveau des activités, les intégrer correctement, de bien planifier la charge de travail des étudiants, puis également de créer des liens avec leur domaine de formation, leur plan de carrière. Donc, on cherchait vraiment à faire ça. Et également, au niveau de l'institution, j'ai mis que les attentes étaient qu'on ne veut pas que ce cours-là soit un écueil à la persévérance et à la réussite des étudiants. Donc, c'est vraiment de l'intégrer de telle sorte que ça soit une expérience positive pour les étudiants et aussi qu'on voit un sens dans le cheminement de formation complet de l'étudiant. Donc, mon plan a été au départ de mettre les étudiants au travail. Donc, mon approche en termes de pédagogie est qu'on va faire énormément de temps en classe, dans les périodes contact, où c'est l'étudiant qui travaille.
je ressentais, si on veut, des réserves avec l'approche pédagogique qui consiste à faire un cours magistral, puis ensuite une séance d'exercice où le professeur ou l'enseignant ou le chargé de TP fait des exemples de calcul au tableau. Je trouvais que ce n'était pas assez dynamique au niveau du travail de l'étudiant. Donc, pour moi, c'était important que l'étudiant participe à son apprentissage, participe à sa formation, donc soit mis en situation de faire quelque chose. Donc, c'était vraiment l'orientation de base. D'autant plus que la philosophie de la chose m'est apparue, m'est venue ou a été mise en œuvre au moment où on a passé les cours de sciences du SEC de 3 à 4 crédits, rallongeant la période de travaux pratiques de 2 à 3 heures semaine. Donc, ça donne de la marge pour être capable de faire des activités qui prennent un peu de temps, qui sont plus longues à débarrer puis à intégrer, mais qui permettent de rendre l'apprentissage plus actif. Alors, ce qu'on obtient finalement dans ce type d'activité, c'est que l'étudiant travaille. Je peux dire qu'il va travailler et ça augmente sa motivation à faire un travail suivi. On peut aussi intégrer beaucoup plus de concret, donc plus de manipulation, plus de toucher des objets, plutôt qu'écouter en avant, puis que c'est juste l'illustration. Et ça permet aussi à l'enseignant de suivre l'apprentissage des étudiants de façon plus serrée, donc avoir une meilleure rétroaction, d'avoir plus d'entraide, plus de collaboration, puis aussi d'identifier plus rapidement les étudiants qui sont à risque au niveau de la réussite. Donc, ce que je fais généralement, c'est dans la classe, l'intégration au niveau pédagogique, c'est qu'on a 2 périodes contact semaine, une période dite de théorie, puis une période de travaux pratiques. De façon systématique, moi je parle de 10 périodes sur les 12 qui sont allouées au calendrier. De façon systématique, il va y avoir pour chaque période de travaux pratiques une activité qui est complètement encadrée où les étudiants ont une production à rendre et qui est évaluée. Donc, ça se trouve à être toutes les semaines, carrément. Et qu'est-ce que c'est? C'est que pour chaque semaine, en synchronisation avec les contenus du cours, je vais développer une activité pédagogique qui permet de faire différentes choses. D'abord, on peut avoir des activités dont le but est de pratiquer ou de mettre en pratique quelque chose qui a été vu théoriquement avant. On a souvent ce genre de travail à faire. Mais j'ai aussi des activités qui vont pousser en avant, c'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant de travailler sur des notions sans lui avoir présenté de théorie auparavant. Donc, il les découvre en faisant l'activité. Et j'ai aussi, à l'intérieur de ces activités-là, des connaissances connexes, des choses qui ne sont pas évaluées en examen, mais qui vont venir enrichir par des mises en contexte particulières. Fait que quand je crée une activité, en général, je pars d'un thème, je veux travailler sur tel ou tel sujet, je ne sais pas moi, la notion de mol et de nombre d'Avogadro, que faire? Donc, je raisonne sur quelles sont les difficultés, quel genre de travail doit être fait avec l'étudiant pour qu'il arrive à vaincre les difficultés dans le cours. Je choisis une mise en contexte, développe une expérimentation, je fais des tests au laboratoire, je rédige du matériel et en général, c'est du matériel où l'étudiant a un document avec des fois des capsules théoriques, des questions, des parties expérimentales où il doit remplir, mais il écrit directement sur le document, ce qui facilite après la correction, produire les documents, puis ensuite on fait des phases d'expérimentation en classe avec certains groupes. Une fois que je me sens à l'aise avec le matériel, je propose aux chargés de cours, parce qu'en chimie, on a beaucoup de groupes, une dizaine par trimestre, je propose aux chargés de cours de l'expérimenter eux aussi en classe avec leurs étudiants, donc de répandre, je dirais, la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, à mesure, vous avez des photos d'étudiants. J'ai caché les visages parce que je n'ai pas fait signer les feuilles d'autorisation, mais vous avez des photos d'étudiants à l'action. Ça, c'était il y a 2 semaines, là, dans un de mes groupes. Ils faisaient l'expérience conductimétrie. Alors, il s'avère que dans la réflexion, moi, j'ai beaucoup de parties qui sont avec la manipulation d'objets, c'est-à-dire soit avec des
expériences de type laboratoire ou différents objets pédagogiques un peu biscornus, là, c'est là qui ont déjà vu mon aquarium rempli de fèves. Mais quand on met en œuvre ce genre de choses, chez nous, au SEG, on fait face à une difficulté qui sont des contraintes physiques. Les contraintes physiques, c'est que je n'ai pas de laboratoire assez grand pour entrer ma classe. J'ai 51 étudiants dans un groupe, 54 dans l'autre. Mon laboratoire de chimie compte 12 places. Donc, il n'y a aucun moyen d'entrer ça. Donc, tout le développement se fait avec l'idée de travailler dans un local de classe ordinaire, qui n'est pas un local approprié pour des manipulations de laboratoire. Donc, tout est pensé en termes de aucun risque pour la santé et la sécurité. Il faut faire attention à comment on peut se déplacer autour des tables, comment on peut organiser des équipes, quel type de matériel on peut avoir en classe en quantité suffisante pour faire travailler 50 étudiants en même temps. Donc, ces contraintes-là sont très importantes. Quand on fait le développement, c'est la base du fonctionnement. Je peux avoir des choses en tête, mais qui ne peuvent pas se faire en dehors d'un laboratoire de chimie, mais ça ne se fera pas parce que je n'ai aucune façon de mettre ça en œuvre. Là, la photo, je voulais vous l'apporter, c'est mon laboratoire mobile. C'est une espèce de chariot sur lequel j'empile tout le stock. Ça, c'était conductimétrie, toujours. J'ai pris les photos il y a 2 semaines. Et je n'ai pas pu le rouler jusqu'ici parce que l'ascenseur est en panne. Fait que je vais vous dire, c'est intéressant d'une certaine manière parce que ça montre aussi que le système autour, l'école même, a besoin aussi de nous aider en tant qu'enseignants quand on veut faire des choses qui sont un petit peu hors normes, un peu d'innovation, en dehors du tableau noir, craie, tableau, etc. On a besoin du soutien de l'institution. Puis à mesure que l'institution a grossi, puis c'est de plus en plus bureaucratisé, on a un peu de difficulté avec ça. Je dois vous avouer, j'ai beaucoup de problèmes avec la location des locaux en ce moment. Pas beaucoup d'écoute en disant, bien moi, j'ai du matériel à transporter, des chariots, des trucs. Est-ce que c'est possible de ne pas être dans le pavillon A? Ah non, c'est impossible. Je suis désolée, mais si l'école n'avance pas plus que ça, pour le soutien, ça va être de plus en plus difficile de faire ce genre de choses. Donc, vous ne verrez pas le chariot, sauf en photo. Bon, fait que comme je dis ensuite, il y a une intégration au plan de cours qui est nécessaire. Quand on fait des activités pédagogiques avec des étudiants, particulièrement des gros groupes, juste de dire « Ah bien, on fait ça », c'est souvent pas suffisant. Ils ramassent leurs affaires, ils ont un examen de maths le lendemain, puis ils sont partis, c'est terminé. Donc, pour assurer une présence, une participation pendant les heures en classe où nous faisons ces activités, bien, je les corrige, puis on met des points. Bon, c'est l'espèce de feuille de paye pour l'étudiant, d'avoir des points. Je peux juste vous dire comme expérience que ça n'a pas besoin d'être une valeur numérique importante. Le symbolique suffit. Moi, je fonctionne actuellement où j'en évalue 10. La note finale, c'est 15 %. Donc, chacun vaut 1,5 points. Bien, ils se battent pour faire recorriger quelque chose, pour avoir un demi-point de plus sur 50 sur le 1,5 points. Non, mais c'est la vérité, là. Donc, cette carotte-là est extrêmement puissante. Même si la valeur, moi, paraît symbolique, pour eux, c'est très important. Donc, ça fonctionne. Il s'avère que moi, au niveau pédagogique, ces notes-là ne sont pas discriminantes. Les étudiants qui sont présents, qui font les activités, ont une moyenne de 14,6 sur 15. En général, pédagogiquement, ce que je fais, c'est que je considère que c'est un apprentissage, pas une évaluation. Donc, si, en cours de route, l'étudiant me présente son travail et qu'il y a des erreurs ou des omissions, je lui indique quoi faire, puis je l'autorise à reprendre autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Et ça, c'est de façon systématique. On essaie toujours de corriger sur place, donc de vraiment évaluer sur place pour être capable de guider l'étudiant vers une bonne pratique au fur et à mesure du déroulement de l'activité. C'est sûr qu'avec des groupes de 50, de temps en temps, on peut en laisser échapper un. Cette station-ci, à cause de la taille,
énorme des groupes, c'est plus gros que d'habitude, j'ai un assistant avec moi pour faire fonctionner les travaux pratiques. Parce que sinon, on n'est pas capable de voir tous les étudiants le temps suffisant pour bien les encadrer. Donc, en général, je travaille en équipe. Puis, je vous dis que j'ai développé au fil des années, ça fait quand même assez longtemps, 7-8 ans que je travaille de cette manière-là. Il y a tout le temps des nouvelles activités, mais la stratégie est la même. Au début, je laissais les étudiants faire eux-mêmes leurs équipes. Et il y a toujours un certain flottement, puis il y a des personnes qui ne sont pas très proactives pour se regrouper facilement en équipe. Et ça donnait des déséquilibres, si vous, au niveau du fonctionnement de la classe. Maintenant, ce que je fais, chaque cours, j'apparais, j'ai préparé d'enseigner des équipes, je mets ça au tableau, allez repérer où est-ce que vous êtes. Ce sont des équipes différentes chaque semaine parce que je ne forme pas une équipe avec laquelle on travaille toute la session, mais c'est des nouvelles équipes, on rencontre des nouvelles personnes et ça démarre beaucoup, beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus intéressant au niveau des interactions. J'ai trouvé que c'était très, très fonctionnel. Puis les étudiants au début grognent, non, pas avec nos amis, mais ils s'habituent au style et ça fonctionne très bien par la suite, beaucoup, beaucoup plus efficace. Fait que maintenant, donc c'est un peu le portrait de la situation. Puis il faut voir que les activités, de plus en plus, avec le temps, j'en ai construit beaucoup, j'en ai 16 ou 18, puis je pige là, lesquels je fais dans un trimestre, là, dépendant de mon humeur ou du calendrier scolaire. Et ça s'inscrit dans une séquence. Il y a vraiment qu'une première semaine, on découvre une notion. La semaine suivante, on va l'approfondir. La semaine suivante, on a une nouvelle notion, mais oups! On fait la révision, vérifier si on a bien acquis ce qu'il y avait la semaine d'avant. Donc, il y a vraiment une séquence qui s'inscrit d'une semaine à l'autre. C'est pas ponctuel une seule fois, c'est toutes les semaines. Par contre, les activités ont toujours des formats différents. Donc, on arrive à quelque chose de nouveau au niveau du format de l'activité, mais c'est vraiment toujours le même concept pédagogique de faire ces activités. Fait que là, depuis l'introduction de la TI, ça m'a ouvert de nouveaux horizons. Je peux vous dire, je faisais ça avant. Mais avant, ce qui se passait, si je voulais faire des expérimentations en classe, ça me prenait des appareils de mesure. Donc, on avait des systèmes d'acquisition qui marchent avec des ordinateurs. On a un certain nombre de sondes. Mais là, les programmes d'acquisition étaient des programmes propriétaires à l'époque, donc avec des licences logicielles. On avait un nombre d'ordinateurs très, très restreint. Il fallait amener tout le bazar en classe, donc des portables, des boîtes, des trucs, des capteurs, et on avait un nombre de postes de travail limité. Quand je pouvais en avoir 2 pour un groupe, j'étais très contente. Donc, il fallait faire des rotations sur les équipes et logistiquement, c'est très, très, très complexe. C'était pas très amusant. Je le faisais pareil parce que je croyais à l'expérimentation puis à toucher. J'ai toujours été en faveur du fait que les étudiants doivent manipuler, toucher pour bien comprendre les choses. Mais quand la TI est apparue, celle-là, pas la voyage, celle-là, il y a eu une révélation. C'est qu'on est capable de brancher dans cette machine des sondes de mesure de toutes sortes de choses. Et ça se transforme magiquement en système d'acquisition. Exit les ordinateurs, les boîtes, les logiciels propriétaires. Terminé. Maintenant, on va travailler avec cet outil. Et l'étudiant lui-même a son système d'acquisition, prend ses mesures et peut ensuite faire ses analyses à l'intérieur de l'appareil sans autre formation. Incroyable. Donc, ça m'a donné immédiatement plein d'idées. D'une part, pour transformer des activités que j'avais déjà faites, donc éliminer le vieux système et les adapter pour utiliser ces nouveaux appareils. Puis ensuite, pour développer de nouvelles activités, puisqu'il y avait moins de contraintes au niveau de la logistique, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, juste montrer un peu, j'ai un échantillon de sondes, on a des boîtes pleines de capteurs différents. Donc, on peut avoir là-dessus des capteurs pour la physique, des sondes potentiométriques de tout genre, des électrodes sélectives pour mesurer des concentrations en solution. On peut avoir une grande variété. Je ne sais pas si ça va fonctionner. J'avais mis le lien du site.
Bingo, alléluia. Peut-être ça va marcher, j'en reviendrai après. Vous voyez, c'est le genre de liste de sondes qui est possible d'acheter. Donc, on a un peu de tout, puis on peut regarder pour différentes spécialités là-dedans. Il y a des choses aussi en biomédical, si on veut, pour mesurer sur le corps humain. Il y a de la physique, etc. Donc, ça, c'est la variété. Et ensuite, j'ai testé différentes choses pour monter des activités. D'abord, il faut savoir que ce matériel-là n'est pas extrêmement coûteux. C'est pas très, très cher. C'est du matériel à vocation pédagogique. C'est pas vendu par TI, c'est par une autre compagnie qui s'appelle Vernier. Et puis, il y a plein de gadgets qu'il faut se procurer pour être capable de brancher les sondes dans la TI puis les sondes dans l'ordinateur. Il y a des bouts, des raccords de fils, différents adapteurs. J'en ai apporté photos. Donc, ça prend du matériel. Mais il n'y a rien là-dedans qui est excessivement coûteux. On peut en avoir des boîtes pleines et en avoir, ce qui est extraordinaire pour moi, pour toute la classe. Donc, mettons, j'ai 18 équipes, j'ai 18 sondes. Donc, tout le monde en a une. Ils branchent ça dans leur calculatrice, puis on est capable de démarrer tous en même temps. Donc, c'est vraiment, pour ça, un gros avantage par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, il y a des prises de capteurs, etc. Donc là, après ça, c'est qu'on a le système d'acquisition lui-même, dont le fonctionnement est très, très, très simple. Donc, je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air avec les affichages. J'ai pris des photos. Alors, une première option où on a l'afficheur numérique. Là, j'ai pris des captures d'écran sur la TI vient avec un logiciel. Fait que je les ai pris directement sur le logiciel, mais c'est exactement ce qui apparaît sur l'écran de la calculatrice. Donc, vous branchez la sonde dans l'appareil. Ça détecte automatiquement de quel type de sonde il s'agit. Ça ouvre le système d'acquisition dans cette fenêtre et ça vous donne une valeur, une lecture de votre capteur avec une unité de mesure. Ça commence comme ça. C'est certain qu'on peut ne pas être satisfait avec l'étalonnage du capteur. Et là, il y a des options pour faire des étalonnages. Il y en a certaines, il faut absolument les étalonner, sinon ça ne fonctionne pas. D'autres, ça, c'est une thermistance, ça fonctionne sans étalonnage. Donc, on peut travailler directement. On branche et ça démarre. Donc, ça ne peut pas être plus simple et plus rapide dans une classe avec 50 étudiants. Il y a un deuxième afficheur qui est un affichage graphique. Là, je vous ai montré un exemple de graphique en fonction du temps. Donc, ça enregistre des valeurs et ça les place graphiquement sur un graphique. Mais on peut avoir deux sondes en même temps branchées sur l'appareil et faire finalement une relation entre les deux variables différentes enregistrées. On peut faire ça aussi. Moi, je n'ai pas d'expérience avec ça. Je n'ai pas, j'ai pas d'activité qui utilise cette fonction, mais on peut faire, ça existe, on peut le faire. Finalement, on a une version tableau, donc où les valeurs s'enregistrent dans un ensemble de points. Il faut toujours penser qu'en termes d'utilisation, l'ATI peut se brancher sur un ordinateur et on peut même, l'étudiant peut récupérer ces données dans l'ordinateur et les travailler d'autres manières par la suite. C'est toujours une possibilité qui est ouverte si on veut étendre le type de projet. Fait que ça, c'est les affichages de base de la calculatrice. En plus, la calculatrice nous permet de faire certaines analyses directement, et ça très facilement avec un menu, quelques boutons, très simple. Par exemple, calculer une pente dans un graphique, faire l'aire sous la courbe, donc faire l'intégrale. On peut ajuster des modèles de fonctions à travers des points de façon extrêmement simple. C'est très, très facile à utiliser dans le logiciel. Il n'y a pas besoin d'être très savant. Donc, c'est pour l'enseignant, cet aspect utilisation du logiciel, utilisation de l'outil n'est pas complexe ni pour l'enseignant lui-même, ni pour montrer aux étudiants quoi faire. Donc, ce passage-là est très simple et les étudiants travaillent très bien avec l'outil sans une grande période de formation, puis d'adaptation, puis d'appropriation de la technologie. Ça se fait rapidement et sans effort. Donc, d'une certaine manière, pédagogiquement, moi, j'enseigne la chimie, pas la calculatrice. Donc, je veux utiliser mon temps puis mon effort sur les notions de chimie, pas sur apprendre à utiliser un système d'acquisition.
Donc, le fait que ce soit très simple, c'est un avantage. On perd très peu de temps là-dessus et on va directement aux résultats qui m'intéressent. Donc, c'est vraiment un outil. Moi, c'était la révélation, comme je disais, par rapport à ce qu'on utilisait avant. Ça permet tellement de faire des choses plus facilement, plus rapidement, d'intégrer ça avec un effort minimum au niveau de la technologie elle-même et à faible coût. Parce que finalement, les sondes, c'est relativement peu cher. J'en achète 30. Je peux travailler avec une classe au complet parce que l'ATI, ils l'ont déjà. C'est eux qui la possèdent. Donc, moi, je n'ai pas besoin de fournir l'équipement d'acquisition. Donc, ça n'utilise pas des gros budgets. Alors là, je vais vous présenter, montrer un peu l'intégration de tout ça, quelques exemples d'activités. Il y en a beaucoup. Dans le cours de chimie, j'en fais toujours une dizaine, chaque session, qui constitue une séquence pédagogique. Mais dans les 10, il n'y a pas toujours une manipulation en tant que telle. Il y a d'autres types d'activités. Par exemple, le rallye de la chimie que j'ai présenté aux journées découvertes au printemps passé. Donc, vous pourrez regarder sur le site, il y a une petite vidéo où j'explique qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Donc, ça, il n'y a pas d'expérimentation, mais il y en a d'autres où il y a des expériences, des manipulations d'objets ou vraiment des manipulations de type laboratoire. Certaines utilisent l'ATI, certaines n'utilisent pas l'ATI. Ça dépend toujours de ce qu'on veut faire au niveau pédagogique. Donc, j'en ai 5 qui utilisent l'ATI en ce moment. Fait que je vous en présente 4 qui sont montrer vraiment le type d'approche que j'ai et au niveau de l'utilisation de la technologie et au niveau pédagogique. Donc, j'ai 2 qui utilisent la sonde de température, la sonde de thermistance dont on avait l'exemple, puis c'est celle-là ici. Là. Ça ressemble à ça, c'est vraiment très simple. On branche ça dans la calculatrice à mesure des températures. J'en ai une qui utilise une sonde potentiométrique qui mesure l'oxygène dissous dans l'eau. Celle-là est difficile d'utilisation, je ne l'ai pas apportée, mais c'en est une qu'il faut étalonner constamment et puis qui est plus délicate. Mais les étudiants s'en tirent très bien quand même. Et conductimétrie, j'ai apporté celle-là aussi pour vous montrer. Il s'agit d'un appareil qui mesure la conductivité électrique d'une solution aqueuse. Donc, c'est corrélé linéairement avec la concentration ionique. Donc, on utilise ça pour faire des mesures de concentration. C'est une première cette année, c'est une nouvelle activité, celle-là. Ça a été monté et testé cette année. Il y en a des vieilles. Alors, beau temps, mauvais temps, juste expliquer le contexte de cette activité-là. On est en plein milieu de la session. Et nous, en chimie, on a 3 examens. Donc, on a 2 intras puis un examen final. Fait qu'on vient tout juste de passer le premier examen. Et dans cette période-là, l'étudiant, il étudie beaucoup de chimie avant l'examen. Puis après ça, la chimie, c'est parti. On fait d'autres choses, des maths, de l'informatique, des mécaniques, je ne sais pas quoi. Et là, c'est un petit peu difficile parce que nous, on progresse dans la matière, on a des modèles, on a des choses qu'on doit travailler. Puis là, l'étudiant, il ne le fait pas. Donc, j'ai créé cette activité qui permet de réviser tout ce qu'on a vu dans la période autour de cet examen. Et c'est ligne par ligne. On valide chacun des modèles, un après l'autre, par un exercice de calcul et ensuite par un micro-laboratoire. Le micro-laboratoire, c'est un piège. C'est pour attraper les étudiants et les faire tomber dans un panneau. Puis, je peux juste vous dire, ça a l'air bizarre, mais ils tombent dans le panneau trimestre après trimestre. La connaissance du piège ne se propage pas d'une génération à l'autre du tout. Mais ce n'est pas pour leur enlever des points, c'est pour leur faire apprendre quelque chose. Fait que probablement que c'est pour ça que ça ne les stresse pas beaucoup. Alors, juste pour vous montrer, la première partie, la partie calcul, c'est qu'on travaille sur les notions d'équilibre liquide-vapeur, loi des gaz parfaits, et des définitions associées sur l'air en tant que mélange, l'humidité de l'air, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je leur distribue à chacun une page qui a été imprimée pendant l'été de la météo d'Environnement Canada. Ils ont tous des données différentes, c'est individuel, et ils doivent faire des calculs à partir des données de leur page. Et là, on s'est bien amusé cette année.
parce que Frédéric Henry, qui est maître d'enseignement en informatique, a développé une petite application sur Internet. C'est un lien vers mon site Web où l'étudiant rentre des données et valide si ses réponses sont bonnes au fur et à mesure. Et si ce n'est pas bon, il m'appelle à l'aide pour qu'on puisse le dépanner. Donc, comme ça me permet de vérifier le cheminement de 50 étudiants en même temps, qui ont tous des données différentes. Si c'est bon, il peut passer à la question suivante parce qu'elles s'enchaînent toutes. Mais si ce n'est pas bon, je vais être capable de le repérer, l'aider parce qu'il va appeler à l'aide. Donc, ça, c'est la première approche au niveau. C'est sur leur téléphone, parce que comme c'est sur Internet, ça fonctionne sur n'importe quelle tablette, Android, iPhone, téléphone cellulaire, etc., ou un ordinateur. On a vérifié sur toutes les plateformes, ça fonctionne. Oui, ils adorent faire leurs cours sur leur téléphone cellulaire. Je fais ça à plusieurs reprises, puis j'adore ça. Voilà, fait qu'on revient à ça. Puis ensuite, bien, il y a le fameux laboratoire. Alors, le laboratoire, c'est, on arrive dans la classe et on va mesurer l'humidité de l'air par 3 méthodes différentes dans la classe. Les méthodes sont la mesure directe du point de rosée par la méthode du miroir, psychrométrie, puis j'ai acheté une espèce de bébelle, là, genre pas au Dolorama, mais presque, là, Canadian Tire, où on a un cadran qui donne l'humidité relative en pourcentage, puis une température à côté, je vais vous montrer sur le truc suivant. Et l'étudiant va comparer les résultats obtenus par les 3 méthodes. Avant, je prends le temps de leur expliquer la méthode, d'où ça vient, puis ils appliquent tous les modèles de calcul pour interpréter leurs résultats, évidemment. Et le piège, c'est que l'espèce de petite boîte avec le cadran donne des valeurs complètement fantaisistes. Là. Ça n'a aucun sens. Mais dans la demi-heure précédente, j'en ai un deuxième, tout démonté, puis je leur montre à quel point c'est mal fait, puis c'est de mauvaise qualité. Puis là, je leur explique le principe, l'étalonnage et tout. Puis là, après, ils me comparent les 3 réponses et ils préfèrent systématiquement celle-là. Parce qu'ils ont lu sur un cadran, puis c'est plus précis. On est quand même loin du finissant qui diplôme en tant qu'ingénieur. Hein? OK? Enfin, c'est pour ça que je montre les autres. La psychrométrie, ils font une attaque nucléaire quand ils voient ça. Il faut interpréter sur un graphique psychométrique. Je ne comprends pas. Donc, à cause de ça, ils considèrent que les valeurs sont mauvaises. Ça, c'est vraiment surprenant. Puis mon petit cadran, je vous le montre de quoi ça a l'air. Donc, on fait une mesure avec la sonde de température pour la mesure du point de rosée. Là, qui connaissent ça, cette méthode-là, méthode du miroir, ça existe en instrumentation. Ça consiste à refroidir un miroir jusqu'à ce qu'il y ait de la condensation qui se fait sur-dessus, puis on fait juste mesurer la température. J'utilise une boîte de conserve. C'est utilisé en instrumentation et contrôle, là, cette méthode-là. Non, ça, je suis posée à aller de l'autre bord. Précédent. Puis, la même chose, ça. Précédent, voilà. Fait que j'utilise une boîte de conserve comme miroir, puis on fait le refroidissement avec de l'eau glacée à l'intérieur. Donc, on mesure la température à mesure du refroidissement de l'eau. Donc, avec la sonde et juste l'affichage. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait en classe. Ça se fait, cette activité-là au complet se fait à peu près en 2h30. Donc, l'ensemble des calculs et l'expérimentation, l'interprétation, ils me le rendent. Et on met 15 sur 15 et c'est terminé. C'est un peu ça. D'accord. La deuxième dont je voulais vous parler est calorimétrie. Alors, calorimétrie, ça, c'est plus complexe, ça, c'est chimique. On va faire une réaction chimique dans un bocal. J'ai oublié le couvercle. En fait, il s'agit de petits thermos, donc isolés. Et la chaleur de la réaction chimique est transmise à de l'eau. On mesure la variation de température de l'eau. Ça permet de retrouver par calcul la chaleur de réaction. Alors, comment c'est construit pédagogiquement, cette histoire-là? Je mets les étudiants en équipe de 4 et chacun prépare un calcul théorique avec une réaction. Chacun en a une différente. Et ils arrivent à la fin avec comme résultat de calcul la variation de température de l'eau qu'ils sont supposés obtenir. Mais là, c'est super organisé parce qu'en fait, j'ai des couples de valeurs, plus, moins, avec
la même variation. Donc, j'ai choisi mes réactions pour que les chiffres soient la même. Mettons, plus 2 degrés, moins 2 degrés, plus 4 degrés, moins 4 degrés. Et quand ils font l'expérience, ils ne savent pas quelle substance ils ont entre les mains. C'est tout des poudres blanches, là. Ils mélangent ça, puis ils n'ont aucune idée. Et ils doivent identifier la réaction en fonction de la mesure de variation de température enregistrée. Là, ce qui se passe, c'est que si un des équipiers s'est trompé dans ses calculs, ils ont beaucoup de difficultés à identifier la substance. Ils en ont 2 qui donnent la même valeur, par exemple. Donc, ils s'entraident pour réviser les calculs et s'assurer que chacun ait fait les calculs correctement. La méthode est la même, bien sûr, mais toutes les valeurs, les réactions sont différentes. Donc, dans ce cas-ci, on fait un enregistrement en fonction du temps. Là, on voit le matériel tout monté. Là. Ça, c'est le chariot, on a un mélangeur, les thermos, la sonde de température qui est entrée dedans. Ils vont mettre les produits à l'intérieur par l'entonnoir, tout brasser, mélanger. Et on fait cet enregistrement en fonction du temps qui va nous donner la variation de température. C'est une courbe de réponse du premier ordre. Ça marche à tout coup, mais il y en a qui sont montantes, qui sont ascendantes, qui vont être les réactions qui vont être exothermiques, puis celles vers le bas sont endothermiques. Troisième, demande biochimique d'oxygène. Ça, c'en est une que je fais à la toute fin de la session. Ça, c'est mon espèce de micro-projet de conception, mais micro, même nano-projet peut-être. Donc, c'est tout petit parce que c'est à l'échelle de mon cours, qui n'est pas un cours avancé là, de dernière année, mais à titre d'exemple d'application sur la solubilité des gaz dans l'eau, on présente certaines filières de traitement en eau usée. Donc, c'est un exemple d'application dans le chapitre des gaz dissous. Donc, pour faire ça, je propose aux étudiants de faire le dimensionnement du pompage dans un bassin d'aération en bouse activée. Ceux qui connaissent un peu le traitement des eaux usées. Donc, c'est un travail qui va se faire en 3 étapes. Il y a une étape en classe où on va caractériser, c'est-à-dire mesurer la qualité d'une eau usée. Donc, j'apporte un échantillon en classe, on a les bouteilles à DBO, et ça se fait en mesurant l'oxygène dissous avant et après décomposition de la matière. Donc, ça se fait sur 2 périodes de mesure. Et les étudiants comprennent beaucoup mieux ce qu'ils font après l'avoir manipulé. Dans l'intervalle entre les 2 mesures, pendant lesquelles les bactéries décomposent ma matière organique dans mon incubateur, ils vont faire une simulation du rejet en rivière avec l'aide d'un petit logiciel sur Excel que j'ai trouvé sur Internet sur un site d'université américaine. Et ensuite, quand on vient en classe la dernière fois, ils vont faire leur petit calcul de dimensionnement de pompage en mettant ensemble toutes les données. Voici un peu à quoi ça ressemble. Donc, on mesure l'oxygène dissous avec la sonde sur une bouteille à DBO. Ceux qui connaissent ça, demande biochimique d'oxygène. Donc, on mesure l'oxygène dissous avec la sonde. Ce n'est pas une méthode standard. Ce n'est pas la vraie méthode pour faire la mesure, mais ça fonctionne suffisamment bien. Comme je disais, les sondes, celles-là, sont difficiles d'utilisation, sont fragiles, il y a une petite membrane, ça se déchire facilement. Il faut changer constamment le liquide à l'intérieur. Mais malgré tous ces écueils, les étudiants s'en tirent vraiment très bien et ont des résultats qui sont, disons, interprétables. Ici, on a à quoi ressemble la simulation. Ils rentrent leurs valeurs dans cette page Excel qui est d'une université américaine et ils obtiennent un résultat qui est une courbe d'oxygène dissous dans la rivière. En mettant ensemble toutes les données, ils sont capables de faire ce petit dimensionnement du bassin d'aération. Je corrige ça, c'est beau. Et j'ai remarqué en particulier pour cette activité qui a l'air un peu bizarre, là, un peu disparate, que depuis qu'on fait ça, si on pose une question dans l'examen sur ce sujet, elle est toujours réussie. Alors qu'avant, c'était la catastrophe nationale, il n'y avait rien compris, c'était trop théorique, c'était trop abstrait. Là, il voit vraiment qu'est-ce qu'on fait. Et ça prend 20 minutes dans une période, 20 minutes dans une deuxième période, plus le calcul. Donc, un maximum de 1 heure. Mais ils font la simulation à la maison, par exemple. Mais maximum d'1 heure au total, mais réparti. Donc, c'est vraiment pas long et les résultats sont surprenants. Fait que finalement, ça va, je vais être dans les temps.
Finalement, on a conductimétrie. Ça, c'est une toute nouvelle activité qui n'était pas une refonte ou une amélioration d'une activité que j'avais développée précédemment avec le vieux système. C'est tout nouveau. Donc, c'est né de « Ah, là, j'ai la TI, on peut avoir plein de sondes, que faire? » Et ça, on vient de la faire la semaine dernière. Donc, c'est dans le premier bloc, c'est avant le premier examen. Et on va mesurer des concentrations dans des solutions aqueuses, donc des concentrations ioniques. Le but pédagogique, c'est de travailler sur les notions de substance pure, de mélange, expression des teneurs, les concentrations, transformation d'unités, dilution. Donc, on a en plus de la manipulation de laboratoire. Et c'est vraiment un approfondissement de ce qu'on a fait la semaine précédente. Donc, on va vraiment travailler les notions bien à fond. Il s'avère que ces notions-là, substance pure, mélange, concentration, les étudiants qui n'ont pas fait de chimie précédemment ont beaucoup de difficultés avec ça. La notion de concentration n'est pas très claire et ils ont besoin de travailler longtemps là-dessus pour que ce soit bien intégré et on en a besoin tout au long de la session. On ne peut rien faire sans avoir ça. Donc, on travaille fort là-dessus dans cette manipulation qui dure environ 2 heures, 2 heures et quart quand même. Et là, mais les étudiants font vraiment de la chimie. J'ai apporté, j'avais pas tout le chariot, mais ils ont des cylindres gradués, ils ont de l'eau distillée, ils ont une solution mère, ils calculent et préparent différentes dilutions. Donc, on part d'une solution concentrée, on va faire des dilutions pour avoir des concentrations pour des étalons. Et on va utiliser la TI avec la fonction de tracer un tableau où on va prendre des points, ce qu'on appelle l'événement associé à une entrée. Donc ça, c'est différent d'un enregistrement où je fais juste lire la valeur ou en fonction du temps. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne ceci. On remplit un tableau où manuellement, on va mettre la sonde, là, j'ai des solutions, on fait juste mettre la sonde là-dedans. On appuie sur le démarrage, qui est le petit appareil photo gris qui est en haut à gauche. Et ça va lire la valeur de la conductivité de la solution et la personne doit entrer manuellement la concentration. Sur le pouce, c'est écrit 1,5 g par litre, donc on rentre 1,5 et l'appareil va enregistrer automatiquement la conductivité mesurée. Donc, on fait ensuite un ensemble de points, un par un, toutes les dilutions qui ont été préparées. Et quand on passe en mode graphique, on fait juste activer la fenêtre graphique, on a les points. Et là, vous remarquez comme ils sont bien alignés. Correct, c'est moi qui ai fait les dilutions. Donc, en général, ça fonctionne assez bien pour cet exemple-là. Mais les étudiants ont eu, j'ai lu tout le résultat, des droites assez correctes. Donc, c'est linéaire. Donc, une fois qu'ils ont ça, ils ont entré leurs points, on va créer la courbe d'étalonnage. C'est très simple, ça se fait dans la TI. Donc, on fait ajustement de courbe, modèle linéaire, ça trace la droite, ça donne les paramètres MX plus B. On n'a qu'à prendre ça en note et on est prêt pour faire ensuite l'interprétation. Alors, dans mon exercice, vous voyez le genre de problème pédagogique auquel on est confronté dans ce genre de travail. Dans l'exercice, c'est que ce type de courbe d'étalonnage sert à trouver la concentration d'une solution inconnue lorsqu'on a mesuré la conductivité. La conductivité sur l'axe vertical, là, sur l'ordonnée, puis la concentration en abscisse. Donc là, je vais avoir le Y, puis je cherche le X. Et j'ai demandé aux étudiants dans l'exercice d'inverser la fonction, puis de faire le calcul. Bien, il y en a, ils n'ont pas été capables. Ils ont pris le M, ils ont pris le B, puis ils n'ont pas fait l'algèbre pour inverser puis isoler X. On est à ce niveau-là, là. Donc, de l'interprétation, de faire la fonction inverse, c'était difficile pour eux. Donc, c'est ce genre de choses qu'on travaille. Et une fois qu'ils ont ce résultat-là, il y avait différents calculs à faire, de masse volumique et autres. Mais la partie calcul, mesure et calcul, ça se fait vraiment efficacement. Et puis, une fois qu'ils ont manipulé les dilutions, bien, les étudiants sont plus conscients de ce qu'ils font ensuite lorsqu'on leur propose des choses qui sont purement théoriques par calcul. Mais on part de vraiment cru dans certains cas. Fait que, en conclusion, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que
proposer ce genre d'activité en classe, ça fait vraiment travailler les étudiants. On les regarde faire, puis on est surpris de l'intensité avec laquelle ils se mettent à la tâche. Et ils ne jouent pas sur leur cellulaire, sur leur ordinateur, et ils sont concentrés, ils discutent entre eux et font vraiment le travail qui est demandé. Et moi, je suis exigeante, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui dure 20 minutes. Ça prend un certain temps. Donc, ils sont là jusqu'à la fin de la période et ils travaillent beaucoup. Et il y a beaucoup d'interactions. En formant les équipes moi-même, je me rends compte qu'il y a une interaction, une entraide très grande là, de soutien entre les étudiants d'une équipe et entre les équipes aussi. Donc, c'est très, très dynamique. Le fait qu'on corrige en classe le plus possible, donc on suit les équipes, ce qu'ils font, parce que c'est organisé sur des feuilles, c'est facile. Moi, j'ai tous les trucs sur Excel et tous les résultats, ça va vraiment bien. Fait qu'on peut vraiment suivre le cheminement ligne par ligne puis identifier facilement les étudiants qui ont besoin de plus de support. Et j'ai remarqué que lorsque j'avais une activité performante pédagogiquement, comme DBO, c'en est une, que ça a changé radicalement les résultats d'évaluation après au niveau des examens. Ensuite, je peux juste vous dire que quand je sors la boîte de sonde, les étudiants ils sont complètement fous, là. Ils sont très, très excités. Ils adorent ça. La première fois qu'on sort ça, ils me demandent où est-ce qu'ils peuvent en acheter pour jouer à ça chez eux, là. Non, mais c'est vrai, sérieux. Puis là, quand est-ce qu'on en fait encore une? On veut mesurer avec la calculatrice. J'en reviens pas moi-même parce que je vois, c'est pas si extraordinaire que ça, mais ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça dynamique, ils trouvent que c'est un défi pour eux de travailler avec ça. Ça rend ça plus concret, plus pertinent. Puis, je trouve ça, c'est un gain pédagogique au niveau de la motivation qui est important. Donc, il faut vraiment faire l'activité. Puis, par rapport à d'autres systèmes ou d'autres types de mesures pour l'enseignant, le gain en termes de temps, de simplicité, d'effort, c'est incroyable. Pour avoir fait les deux, là, il n'y a aucune comparaison. C'est vraiment, vraiment facile. Fait que je vous remercie beaucoup. Fait que si vous avez des questions, C'est des choses qui n'ont pas marché. Pas marché dans le sens en classe que ça n'a pas fonctionné? Non. OK. Une chose que je peux dire, c'est que ce sont des sondes dont l'objectif est pédagogique. On ne peut pas espérer avoir avec ça des mesures dont la précision est vraiment extraordinaire pour faire de la conception de haut niveau. Hein, c'est simple. Là, je vais juste montrer que j'en ai même créé une en physique. Dans le cadre du cours d'ING 150, mesure de l'accélération dans les ascenseurs. L'étudiant roule le chariot dans l'ascenseur, monte, descend, prend des mesures, puis interprète ça ensuite. Bon, je suis dangereusement excitée, moi, avec une classe, mais on peut imaginer beaucoup de choses, mais la précision n'est pas très grande. Fait que l'idée, c'est, moi, je conçois toujours l'activité, je la teste, de manière à ce que les résultats soient interprétables dans un contexte pédagogique. Mais je ne garantis pas que les valeurs sont 100% bonnes. Et jusqu'à présent, ce que j'ai travaillé avec les étudiants, c'est jamais un échec en termes d'utilisation de la TI, ça, jamais, jamais. Ça a toujours fonctionné. Alors qu'avec les ordinateurs avant, on a eu des problèmes. Ça a toujours fonctionné, mais on a toujours du rodage pédagogique à faire en termes de rendre ça encore plus pertinent et encore plus efficace au plan de l'apprentissage. OK? Oui? Tu changes les équipes à chaque fois. Comment tu crées tes équipes? Pour l'histoire des équipes, je vais avoir une nouvelle équipe chaque fois, puis je l'écris en utilisant Signet. Je fais brasser là, au hasard ou avec un des autres critères, puis je le refais chaque semaine. Oui. Oui. Avec cette page, oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre que de la chimie avec ça? Certainement! Mais il va falloir que quelqu'un s'y mette, comme je dis des fois, là, qui étudie ça puis qui travaille. Parce que, il y a deux aspects. Il y a jouer avec la TI puis faire faire des expériences avec la TI. Ça peut se faire dans différents contextes. Mais moi, c'est toujours dans un but dans mon programme d'activité pédagogique que je fais pendant les TP, c'est que ça s'insère bien,
Puis, ça fait que ça rend les choses plus dynamiques, plus faciles pour l'enseignant. Mais c'est toujours dans un but pédagogique. Il y a toujours l'apprentissage est au cœur de ma façon de développer les choses. C'est jamais le gadget pour le gadget. C'est toujours qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça. En général, les sondes, c'est... Non. Bien, la calculatrice, ça, c'est toi, tu es plus au courant, Michel, le coût de la calculatrice. C'est ça, mais les étudiants sont obligés de l'acheter, donc on l'a. Quant aux sondes, bien, ça dépend de la sonde elle-même. Il y a les sondes potentiométriques, comme une des dessous, c'est quelques centaines de dollars, mais la température, ça ne coûte rien. Conductimétrie, c'est pas cher non plus, donc ça dépend de la sonde elle-même. Oui, bien, j'ai pensé. Je pensais, je vais vous avouer, je pensais envoyer les étudiants dans le métro de Montréal, faire des mesures d'accélération, n'importe quoi, là. Parce que comme l'outil, ils l'ont dans les mains, on peut aller partout avec ça. C'est pour ça l'ascenseur, c'était ça l'idée. On est sorti de la classe. Oui. Oui. OK, c'est une excellente question. Alors, j'ai plusieurs chargés de cours qui donnent le cours de chimie. Je propose, c'est comme clé en main, si vous voulez, tout le matériel, tout le développement. Ceux qui ont du temps pour regarder, j'ai tout apporté, ce qui est les documents de toute la session, pour ceux qui veulent regarder de quoi ça a l'air. Donc, tout est disponible sur Internet, papier et tout, pour les chargés de cours qui veulent la faire. Et je dois avouer qu'ils le font presque tous. C'est-à-dire que les gens qui étaient là depuis très longtemps, qui avaient une certaine façon de présenter le cours, ça pouvait être pour eux plus difficile d'adaptation, mais tous ceux qui sont plus nouveaux, bien, ils ont suivi le mouvement de développement là, des 7-8 dernières années, puis ils sont embarqués dans le projet. Donc, en chimie, à part quelques groupes, la très grosse majorité suit cette méthode. Oui? Est-ce que tu considères que tu as 3 heures de cours, 3 heures de début? Ou tu considères que tu as 6 heures d'enseignement avec eux, puis ces activités-là, tu les fais? Bon, oui, la question, c'est savoir si j'ai une division, là, heure de cours, heure de travaux pratiques. Bon, je dois avouer que par le passé, j'ai fait des moments où j'ai tout intégré. Genre faire une partie, un petit bout, un machin. C'est très faisable et je trouve ça intéressant, puis j'ai plein d'idées pour ramener ce genre de concept-là. Là, la difficulté technique est qu'avec la taille des groupes, je suis obligée d'avoir un assistant que je ne peux engager que pendant la période de travaux pratiques. Donc là, j'ai créé pour ce trimestre un calendrier avec une séparation cours, travaux pratiques. On fait des fois des choses en classe pendant la période de cours. Je ne peux pas résister là, parce que j'aime beaucoup ça, mais ce n'est pas évalué. Il n'y a pas de points, puis il n'y a pas de correction parce que je ne peux pas gérer la classe. C'est des trucs avec des télévoteurs, des choses du genre, mais pas avec quelque chose, il y a une production écrite évaluée parce que je ne suis pas capable de contrôler 55 étudiants en même temps dans ce contexte-là. C'est trop difficile. C'est comme ça ce que j'appelais les contraintes de la taille de l'institution. Oui. Je vous remercie beaucoup de votre attention.